Bonjour, je vous en prie, après ces salutations, installez-vous à vos places. Bonjour. Bonjour Valérie Lacroute, vous êtes députée Les Républicains de Seine-et-Marne. Tout à fait. Bonjour Éric Kerrouche, vous êtes sénateur socialiste des Landes. Merci à tous les deux d'être là. Vous connaissez bien sûr, Jacqueline Gouraud. Valérie Lacroute, votre première question? Alors, Madame la Ministre, ravie de vous rencontrer. J'ai été maire de Nemours pendant un peu plus d'un mandat. Il a fallu que je laisse mon mandat de maire suite à la loi sur le non-cumul des mandats, malheureusement. Peut-être qu'on y reviendra. Vous êtes toujours très présente dans la commune ou pas? Oui, toujours très présente. Et le maire est un vrai maire ou vous êtes toujours là derrière? C'est ma première adjointe. Vous êtes toujours là très présente, voilà, comme certains? Je suis toujours très présente, je l'assume. Je l'assume parfaitement. Non, pas maire bis, mais en tout cas toujours très présente, puisque nous avions lancé des gros dossiers, notamment un dossier de rénovation urbaine qui n'est pas terminé, donc il me tenait à cœur de pouvoir l'accompagner sur ce dossier-là. Non, moi je voulais revenir sur la suppression de la taxe d'habitation, voilà, qui est un sujet important, qui est un sujet un peu d'inquiétude des maires, puisque cette compensation à l'euro près est importante. C'est une ressource, une recette importante pour les collectivités, souvent une recette un peu dynamique. Et donc, on a entendu beaucoup de choses entre la suppression pour 80% des administrés, et puis le Conseil constitutionnel est passé là-dessus, a dit non, il faut que ce soit une suppression à 100%. La date fatidique va arriver petit à petit. J'ai fait partie de la commission spéciale. Date fatidique pour les municipalités, pas pour les contribuables. La compensation, oui, pour les contribuables, ils sont ravis. Alors, votre question. Voilà, et donc, on ne sait toujours pas sous quelle forme la suppression de cette taxe d'habitation va être compensée aux collectivités. J'ai fait partie de cette commission spéciale à l'Assemblée nationale qui a arrêté ses travaux au bout d'un moment, puisque la discussion a un peu tourné, pas tourné court, mais plusieurs solutions ont été examinées. Et les maires sont en attente de savoir comment cette taxe d'habitation va être compensée. Et on arrive au moment des élections municipales, donc il y a un véritable enjeu pour les collectivités qui sont en train, les candidats, de préparer leur programme. Vous avez raison, madame. Il faut que les candidats aient les cartes en main, si je puis dire. Les clés. Voilà. C'est la raison pour laquelle, avec Gérald Darmanin, nous avons reçu l'ensemble des associations d'élus la semaine dernière, et on leur a fait les propositions du gouvernement. Le principe, je vais être simple, c'est que pour compenser la disparition de la taxe d'habitation, à partir du moment où il n'y aura plus le dégrèvement, puisque là nous sommes dans les 3 années de dégrèvement, c'est-à-dire que c'est l'État qui compense au fond aux collectivités territoriales, il y aura à partir, et c'est ce que nous allons proposer pour la loi de finances 2020, nous allons proposer de descendre, si je puis dire, la part du foncier bâti que touchent les départements vers les communes. Je crois qu'il y a plusieurs avantages à cela. C'est que globalement, le montant de cette taxe touchée par les départements est sensiblement identique à ce qu'il faut pour compenser les collectivités territoriales que sont les mairies. Deuxièmement, et moi je suis très attachée à ça, je pense que c'est une bonne idée que le foncier bâti soit sur un même niveau de collectivité territoriale, puisque un même impôt sur 2 niveaux de collectivité territoriale, ça prête souvent à confusion. Quand l'un des acteurs augmente et pas l'autre, on ne sait pas très bien lequel l'a fait. Et dans l'esprit collectif de nos concitoyens, le foncier bâti, c'est plutôt un impôt local municipal. Et quand les départements augmentaient, c'est plutôt vers les mairies que les citoyens de toute façon, globalement, les citoyens, voilà. Quand il y a une augmentation d'impôts, ils se tournent vers leur maire. L'avantage aussi pour les municipalités, puisque vous m'interrogez en tant que maire, c'est que vous avez le pouvoir de taux qui est maintenu. Bien sûr, c'est un impôt avec pouvoir de taux. Vous êtes satisfaite de cette option? Alors, ou pas? De toute façon, sincèrement, je pense que les collectivités ont peu de choix. Moi, ce que je regrette dans cette situation, c'est que de prendre la décision de supprimer la taxe d'habitation, qui était une mesure annoncée dans la campagne du président de la République, qui finalement fait comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire annonce des choses dans son programme, et puis après, finalement, il se rend compte que c'est compliqué. Et ce qui aurait quand même été plus judicieux, c'est d'avoir cette discussion avec les maires et l'ensemble des collectivités bien plus tôt. On a quand même attendu 2 ans. Voilà. Et donc j'espère que cette taxe foncière sera aussi dynamique
que la taxe d'habitation. Voilà, parce que c'est quand même l'inquiétude. Et je voudrais quand même juste vous dire une chose par rapport à ce que vous avez dit. Le président de la République a pris cet engagement dans sa campagne, mais il ne fait pas comme les autres, c'est que lui, il le fait. Parce qu'il y en a d'autres qui ont fait des annonces qui n'ont pas été faites. Alors, le sénateur va prendre la parole quand même. Mais alors, les départements, vous prenez au département, du coup alors, oui, donc il faut compenser. Je peux aller plus loin dans ma démonstration. C'est la partie de Bonneto, on ne va pas entrer dans tous les détails techniques. Je ne suis pas sûre que ce soit très simple, parce que finalement, on renvoie... Oui, bien sûr. Après, Éric Kerrouche qui écoute patiemment. Juste pour les départements, quand même, parce qu'il ne faut pas que les... Vous avez compensé aussi? Oui, bien sûr, par une part d'un impôt national. Et nous avons proposé que ce soit la TVA. Très bien. Comme on fait aujourd'hui un versement aux régions. Alors que l'État a des problèmes budgétaires, on le sait, avec notamment les gestes qui ont été faits après les Gilets jaunes. C'est dans la trajectoire. Alors, monsieur le sénateur. Je rebondis sur ce sujet, Madame la Ministre. La vision de l'AMF, l'Association des maires de France, de l'ADF sur la réforme n'est pas franchement très optimiste dans l'état actuel des discussions. Mais plus avant, si on regarde un petit peu les faits, est-ce que ça vous gêne pas? Parce que en fait, ça va coûter à peu près 17,6 milliards d'euros au budget de l'État. Et la vraie difficulté, c'est que, en gros, les ménages les plus aisés vont capter à peu près plus de 44% de cette somme, soit 8 milliards d'euros. Ce qui fait qu'une mesure qui était présentée initialement comme une mesure de justice sociale au profit des ménages dits moyens, et on se retrouve encore une fois à privilégier les plus riches. Est-ce que c'est normal que dans le 16e arrondissement, l'État vienne compenser 72% des situations? Alors, ça ne vous pose pas de problème? Monsieur le sénateur, Madame la députée l'a dit tout à l'heure, il y a eu un avis du Conseil constitutionnel et au nom de l'égalité devant l'impôt, le Conseil constitutionnel a demandé à ce que ce soit 100%. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous prenez globalement les 20% restants. Qui seront servis en dernier, d'ailleurs. Voilà, hein. oui. Après le quinquennat, donc on peut aussi... Non, 2021, pas du tout. C'est mis en place dès 2021 et ça sera terminé en 2023. 23. Donc ça se termine avec le quinquennat. On n'est pas non plus à reporter sur les autres. Il y a d'autres mesures qui sont décidées. Je voulais aller plus loin dans la réponse que je fais au sénateur Kerrouche. Oui, sur un nouveau cadeau aux riches, quoi. Non, mais les 20%. Parce qu'on dit les 20%. Mais monsieur, vous avez raison sur ce que vous avez dit. Mais simplement, je voulais vous dire que dans les 20%, il y a beaucoup de gens ça commence à peu près à 2 500 € de revenus par mois. Ce n'est pas des gens très riches, mais je vous accorde la réalité pour ceux qui sont les 1% en haut de la pyramide. Ça, je sais qu'il y a des très grosses taxes d'habitation qui vont disparaître. Mais, pas sur les résidences secondaires. Mais pas sur les résidences secondaires. Pas sur les résidences secondaires, mais déjà sur les résidences principales importantes, c'est très gênant. Monsieur, c'est simplement vous dire que dans les 20%, ce n'est pas des gens riches au sens où vous pourriez le penser, c'est-à-dire des gens très aisés, très riches, qui ont des taxes d'habitation à 5 000 € par an. Ceux-là sont compris aussi, on est bien d'accord. Bien sûr, puisque c'est tout le monde. Mais de dire que 20% des Français qui restent sont riches, c'est une erreur. Valérie Lacroute, un autre sujet. Alors, service de proximité, service public, c'est un sujet qui revient régulièrement. Beaucoup de communes rurales en France. On a vu au fil des années les métropoles grossir, mettre de plus en plus en place de services, avoir des moyens financiers qui leur permettaient de renforcer les services. Et puis petit à petit, cette fracture territoriale qui finalement... Alors, pas lié spécifiquement au président actuel, mais qui se poursuit avec une déconnexion entre le monde urbain, les métropoles qui se densifient, même en matière de transport, de services, et puis le monde rural qui, petit à petit, perd des services, perd de la proximité. Moi, je l'ai vu sur le département de la Seine-et-Marne. Qu'est-ce que vous avez perdu, vous ? Des finances publiques, de la DGFiP, qui est en train encore de se restructurer. On avait pourtant fermé des trésoreries publiques dans certaines communes moyennes. Là, on a une réorganisation qui arrive encore. Et là, on nous propose des accueils de proximité, des permanences. Sincèrement, est-ce que vous pensez vraiment que les maires et les administrés vont se satisfaire
de ces accueils de proximité. On voit bien que la fracture numérique existe toujours. Moi, j'habite sur la circonscription de Fontainebleau, dans la forêt de Fontainebleau. Votre téléphone portable ne passe pas. Donc, on a encore cette fracture numérique qui existe. Donc, est-ce que vous pensez vraiment, alors même si j'ai entendu Gérald Darmanin qui disait on va mettre des fonctionnaires parisiens dans le territoire, sur le territoire national, est-ce que vous pensez vraiment que ces accueils de proximité vont permettre de répondre aux attentes des Français? On a vu au travers des Gilets jaunes qu'on avait un vrai sujet de fracture territoriale. Peut-être commencer par dire qu'effectivement, Gérald Darmanin a un plan qu'il a présenté récemment en envoyant, et vous avez tous vu cela, je suppose, des cartes dans chaque département. Peut-être la première chose que je voulais dire, c'est que naturellement, l'évolution des GFIP sur le département, enfin des organisations de présence du trésor public, on disait avant les perceptions, je dirais, correspond, je crois, aussi à une évolution à la fois technologique et à la fois des métiers que font les agents de la fonction publique et notamment des impôts. Il est vrai, que beaucoup de choses maintenant se font, les déclarations se font sur Internet. Deuxièmement, il y a le prélèvement à la source. Troisièmement, je me permets de le dire, puisque moi je vis dans un département très rural, il faut savoir que dans certains trésors publics ou trésoreries publiques, il y avait par semaine des visites de 5 à 6 personnes. Parce que qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans une trésorerie? Moi, je pose la question parce que c'est quelque chose qui m'interroge. Et je dirais même, pour les agents du Trésor public, être dans une perception ou une trésorerie qui voit si peu de gens dans la semaine, ce n'est pas non plus un gage d'épanouissement professionnel. Bon. Alors après, il y a les maires qui sont très intéressés par le Trésor public. Pourquoi? Parce que dans les petites mairies, et Madame a raison, dans la ruralité, souvent, les maires n'ont pas le personnel administratif pour aider à faire le budget. Et c'est là où le Trésor public et ça s'est complexifié. C'est plus les élus que les citoyens. est très important. Et dans ce que présente Gérald Darmanin, il y aura présence dans chaque intercommunalité ou un représentant pour 2 intercommunalités, parfois, des fonctionnaires pour aider les maires et leur budget. Alors, sachez qu'on ne s'est pas concerté avant pour poser les questions, mais juste sur ce point, j'ai l'impression qu'on a quand même, avec votre gouvernement, un double discours sur les territoires. On a un retour d'affection assez récent pour les élus locaux. J'imagine que l'approche des élections n'y est pour rien, mais on a un retour vers le local, notamment vers les maires, dont on s'est aperçu pendant le grand débat qu'ils avaient éventuellement encore un intérêt. Vous avez parlé des trésoreries. Alors moi, dans les Landes, c'est un grand département, c'est le 2e en surface, et on passe de 22 trésoreries à 6, donc ce qui pose quand même des soucis. Mais vous avez raison, au-delà des trésoreries, il y a plein d'autres problèmes. Le sport, la fin du sport sur les territoires, avec l'effondrement du budget du sport, la fin des emplois aidés qui font qu'on passe de 450 000 à 105 000 des emplois aidés qui, justement, avant servaient à irriguer le monde local. On ne parle plus de fermeture d'écoles, mais de fermeture des classes. Il y a quand même 358 écoles qui vont fermer en France l'année prochaine. Et puis, tout ça en nous disant, dans un grand discours managérial, tout va mieux parce qu'il y a effectivement l'informatique, la dématérialisation. Le rapport récent du Défenseur des droits nous dit qu'il y a 27% des Français qui souffrent d'électronisme. Donc toujours ce grand discours entre on va faire mieux les choses et quand on regarde dans le détail, l'État, dans l'état actuel des choses, continue à s'évaporer du territoire. Alors, j'entends bien votre discours politique, monsieur le sénateur. Je vais quand même... Mais politique au bon sens du terme. Vous faites... voilà. Je voulais terminer sur les DGFiP pour dire que naturellement, il y aura des permanences France Service qui seront beaucoup plus importantes qu'elles ne le sont actuellement. Mais j'espère. Mais si, je m'y engage et je m'en occupe personnellement. Et
Monsieur le sénateur dit cet engouement pour les maires. Vous savez, moi, j'ai été maire 25 ans et je suis toujours auprès d'eux sur le territoire. En l'espèce, je ne parlais Madame pas de la vous. ministre, Non, mais voilà. et je m'attache évidemment. Le président de la République je m'attache à ce que les maires aient des réponses à tous les sujets. Vous parlez de l'école. Bon, je sais bien, de 2017 à 2019, il y a 100 000 enfants de moins en école primaire. Donc, il arrive, effectivement, qu'il y ait des fermetures de classes, voire des fermetures d'écoles. D'ailleurs, et des fermetures d'écoles en accord avec les maires, puisque maintenant, voilà. Mais alors, je vois, par exemple, quelqu'un que vous connaissez bien, le président du Conseil général de la Haute-Saône, Yves Crattinger, qui était sénateur en même temps que moi à l'époque et dans votre groupe. Yves Crattinger a fait toute une politique avec les maires dans le département où il crée des pôles éducatifs. Et ces pôles éducatifs regroupent des écoles primaires, mais en même temps, il s'occupe du transport, il s'occupe de la cantine, enfin maintenant on dit restaurant scolaire, il s'occupe de la bibliothèque. Mais là, il le fait de façon importante et en mettant des moyens. Et il y a des élus, des maires aussi, qui comprennent que dans les territoires, pour sauver les écoles, il faut faire des pôles qui, au fond, apportent un certain nombre de services sur l'ensemble de l'éducation. Il ne s'agit pas uniquement de l'école. Il s'agit de l'école, il s'agit des trésoreries, il s'agit des hôpitaux, il s'agit des maternités. Il faut. Moi, j'entends. On nous dit on revient sur les territoires. On revient sur les territoires. Il n'y a pas c'est la réponse globale, sans entrer dans chacun des secteurs évoqués. Non, mais je n'aurais pas. Comment dire, je ne veux pas revenir sur le passé, mais vous savez très bien ce dont on parle aujourd'hui. C'est une évolution lente avec des suppressions de fonctionnaires sur le terrain qui a, et vous l'avez dit vous-même, madame, qui s'est faite depuis 20 ans. En pensant, n'est-ce pas, que la région allait être le cœur de la vie publique sur les territoires. Et puis on s'aperçoit aujourd'hui eh bien, qu'on n'a plus assez de fonctionnaires sur les territoires. Et effectivement, par un certain nombre de mécanismes nouveaux, nous allons remettre des fonctionnaires sur le territoire, que ce soit dans les maisons de services au public qu'on va appeler prochainement France Service, on pourrait en parler. Elles existent déjà, elles ont été traumatisées. Je ne dis pas qu'elles ont... Je ne dis pas, mais je peux... Non, mais je peux... Non, alors je peux aussi... Les maisons de services au public ont été créées récemment. Elles ont été créées sous François Hollande. Oui. Bon, très bien. Il y en a 1340 en France. Et demain, il y en aura? On va faire pour le 1er janvier, on va en créer 200, puis 200 et encore 200. Voilà, ça va se développer. C'est sous François Hollande. Non, mais il faut que j'aille au bout. Ah oui. Les maisons de services au public, il y en a 1340, elles sont de qualité différente. Et ça, vous ne pourrez pas me dire le contraire, parce que moi, j'ai été partout. Tout à fait. Il s'agit de faire en sorte d'assurer la qualité dans les maisons de services au public et de renforcer le service public, et notamment des présences de DGFiP, etc. Donc on ne peut pas nous reprocher à la fois de faire des politiques où on remet des gens sur les territoires et de nous dire que ça existait déjà. Il reste une minute pour aborder un autre sujet. Madame la députée, une minute. Oui, sur le statut de l'élu local. Parce que là, vous êtes en train de travailler. Bon, j'ai regardé un petit peu ce que vous êtes en train de faire. Ça reste quand même homéopathique, ce qui est proposé dans la proposition de loi, très sincèrement. Je vais vous dire, madame... c'est une vraie difficulté d'être maire. Et je trouve que vous y allez quand même à dose homéopathique. On n'y va pas à dose homéopathique, on renforce ce qui existe déjà. Je me suis beaucoup occupée de ce dossier quand j'étais sénatrice. Et vous savez qu'il y a un certain nombre de choses qui existent, qui ne sont pas toujours faciles à utiliser par les élus, je vous l'accorde. Les crédits d'heures, les autorisations d'absence, tout ça existe. Et nous allons l'étendre, puisque souvent c'était réservé aux communes à partir de 20 000 habitants ou à partir de 10 000 habitants. Nous allons l'étendre à toutes les communes. Nous allons aussi exiger que l'assurance protection juridique soit faite pour toutes les communes, de la plus petite à la plus grande. Nous allons laisser aussi un certain nombre de latitudes pour la rémunération dans les financements. Voilà. Madame la ministre, vous savez qu'il y a eu un très grand rapport qui a été fait au Sénat, dont vous auriez pu un petit peu plus vous inspirer, même si vous en avez repris une partie, je vous le concède. Mais une dernière chose,
La démocratie locale, c'est faire en sorte qu'il y ait des gens qui se présentent et qu'il y ait le plus de diversité sociale possible. Ce n'est pas le cas actuellement. Il faut renforcer la démocratie locale à travers un véritable statut. Ça serait une réponse. La réponse. C'est des mesures d'accompagnement de l'exercice des mandats, parce que le statut, c'est un truc très compliqué. Parce que soit on passe dans un autre système, c'est-à-dire qu'on fonctionnarise les élus, soit on reste dans la tradition française issue de la Révolution française. C'est-à-dire que c'est une fonction à travers un bénévolat, entre guillemets, qui est tout de même indemnisé, c'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça qu'on dit indemnité et pas salaire. Il faut plus de femmes, plus d'ouvriers, il faut plus de gens dans les assemblées locales, mieux représentatives. Voilà, tout le monde sera d'accord là-dessus. Il faut que tout le monde puisse accéder à la vie locale. Et je pense aussi que les élus doivent faire la publicité et non pas faire, c'est pas vous que je parle, mais parfois des discours très défaitistes. Pas s'auto-dénigrer. Voilà, merci. Merci à vous deux d'être venus ce soir. Dernière partie d'audition publique avec Oriane Mancini, Brigitte Boucher, tout de suite. Voilà, bonsoir.